Hello, bienvenue dans Créavite Podcast. Je m'appelle Awa, une amoureuse de la création. Sac dans le dos, trépied à la main. Vous êtes prêts? Car je vous embarque avec moi en balade, à la rencontre d'êtres formidables. Ciao. Des passionnés de la vie et de création qui osent, Yang ketemu Nana. Salut Awa. qui expérimentent. Hola, ¿qué tal? Hi there. Qui rit. Et qui rit beaucoup. Et parfois qui se trompe également. Je tiens à les remercier infiniment pour ces moments magnifiques passés ensemble à co-créer ces interviews. Ouais, trop bien. J'espère que ces moments passés avec nous vous ont plu. Au plaisir de vous revoir bientôt. Mais avant cela, belle écoute. Coucou Catherine. Je vais vous présenter Catherine qui est une femme avant tout, une épouse, une maman. Elle est décoratrice d'intérieur depuis plus de 20 ans. Oui, c'est ça, exactement. Et maintenant, elle donne des formations en feng shui et en teinture indigo. Et elle a plusieurs autres casquettes. Elle est artiste aussi. Elle crée des tableaux. Elle est compétente. Donc, elle va nous partager un peu son amour pour le beau. C'est une femme que j'apprécie beaucoup. Je l'ai vraiment rencontrée. Tu me permets de raconter un peu? Bien sûr, ouais. Donc, je l'ai rencontrée grâce à un ami, en fait, je lui disais que je voulais faire une formation de Feng Shui. Et j'ai un ami qui m'a dit, tu devrais contacter Catherine. Je pense qu'elle est dans le Feng Shui et elle pourra vraiment t'aider. Donc, je me rappelle que je t'ai écrit, je t'ai envoyé un message et t'étais au Japon. Tu m'as dit, je t'écris à mon retour et t'as été vraiment très accessible et ça m'a vraiment plu. Je me suis régalée. Tu m'as formée au Feng Shui et je suis super contente de cela. Merci aussi de me donner cette opportunité de commencer avec toi pour mon premier épisode de podcast. Et puis, je te laisserai te présenter, si tu veux bien. Bonjour Awa, merci beaucoup. Je suis très flattée, moi aussi, que tu aies pensé à moi pour ton podcast et que mon trajet t'intéresse et que tu penses que ça puisse intéresser quelqu'un d'autre. Oui, et c'était une vraie rencontre et j'ai eu beaucoup de plaisir et on a beaucoup de choses en commun et je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Merci. Pour la première question, quelle est ton activité principale? Alors, principalement, je suis décoratrice d'intérieur. Donc, j'ai créé j'ai toujours fait ça. J'ai fait des études dans la décoration d'intérieur. Ensuite, j'ai travaillé pour comme employée. Dans un premier temps, j'ai travaillé chez des architectes d'intérieur comme dessinatrice et ensuite dans des boutiques aussi, où j'ai beaucoup appris le contact avec la clientèle, les tissus, les matériaux. Donc c'était même si c'était pas de la décoration pure, c'était vraiment il y avait quelque chose à apprendre en tout cas. Avec déjà le contact aussi avec une clientèle haut de gamme, donc ça c'était aussi très intéressant. Et ensuite je suis partie vivre aux États-Unis pendant quelques années et là j'ai travaillé pour un architecte d'intérieur qui est très reconnu en fait. Je le connaissais pas, mais j'ai découvert et du coup c'était vraiment une expérience clé pour moi, où j'ai pris confiance en moi aussi parce qu'il me laissait beaucoup cette place-là, et je pense que c'était aussi un rapport aux États-Unis, le contact se fait un peu différemment. On laisse aussi une certaine place aux gens, peut-être différemment qu'ici. Et puis pour moi, voilà, c'était un peu mon mentor. Donc j'ai vraiment
beaucoup appris avec Vincent Woolf. Et ensuite, quand je suis revenue, j'ai créé mon propre bureau. Et là, j'ai commencé à travailler. Je travaille seule depuis. J'ai fait une petite pause quand j'ai eu mon fils pendant 3 ans, et après j'ai repris. Et j'ai travaillé plutôt dans le résidentiel avec des clients privés. Et j'ai fait quelques bureaux aussi. Voilà. Et dans ce parcours, mais peut-être on va en parler après. Ok. Dans ce parcours, j'ai aussi fait des formations Feng Shui. Voilà. Alors, quand est-ce que tu as réalisé que tu étais faite pour créer du beau? Enfant, enfin pas enfant, adolescente. J'ai toujours assez tôt, je savais ce que j'avais envie de faire. Je voulais être soit styliste de vêtements. Je dessinais tout le temps dans mes cahiers des vêtements, ou la décoration d'intérieur. Voilà, les deux m'intéressaient. Et après, je me suis dit que j'étais pas très douée pour la couture, ou que ça m'intéressait un peu moins. Et j'ai choisi la décoration. Alors, est-ce que tu as d'autres activités en parallèle? Oui. Alors parallèlement, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai commencé une formation de Feng Shui il y a 6 ou 7 ans. Et donc je fais aussi des projets Feng Shui. J'ai aussi fait une formation de sourcière pour compléter la formation Feng Shui. Et je suis aussi teinturière de textile à l'indigo. Voilà. Et j'aime bien ce mot teinturière, même si parfois j'ai entendu des remarques où on m'a dit oh mais ça fait un peu pas très pro, mais en fait c'est le vrai mot, c'est teinturière, c'est de teindre les tissus. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ben ouais, je vois pas pourquoi c'est pas... Bon. Et tu veux bien nous expliquer en quoi peut-être c'est quoi le Feng Shui pour certaines personnes qui savent pas? Alors le Feng Shui c'est prendre en compte comment circule l'énergie dans la maison. En fait c'est un procédé qui est ancestral chinois. Qui tient compte de trouver un équilibre dans la maison avec la nature, c'est-à-dire d'équilibrer chaque secteur de la maison en fonction de son orientation et des matériaux auxquels il correspond. Par exemple, le nord correspond à l'eau. Chaque secteur a les éléments. Voilà. Donc chaque secteur correspond à un élément et c'est d'équilibrer dans la maison tous les éléments qu'on retrouve dans la nature. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes processus de création? Alors le processus de création, je dirais qu'en fait il y a plusieurs phases. Il y a en amont tout ce qu'on voit, qu'on va aspirer d'une certaine façon, que ce soit notre environnement, les expositions qu'on voit, les endroits où on va, la nature. Et ça fait partie de l'inspiration, même si on s'en rend pas compte et qu'on le conscientise pas. Et ensuite, c'est de se mettre un peu dans un état de concentration pour pouvoir trouver l'inspiration. Mais principalement, ce qui m'inspire, je dirais que c'est les artistes qui consacrent leur vie à faire des œuvres. Que ce soit dans la littérature, la photographie, la décoration d'intérieur, l'art pictural ou différentes choses. Mais t'es une artiste aussi. Alors moi j'ai du mal à me définir comme ça, mais en tout cas je fais de la création artistique, ouais. Bon, j'ai vu tes tableaux, franchement moi je suis convaincue. Hein. Okay, merci.
Alors, dans quel environnement ou situation tu te mets lorsque tu as des idées ou est-ce que tu as des rituels, par exemple? Alors, quand je travaille sur un projet de décoration d'intérieur, moi j'aime bien travailler sur le plan, principalement. Donc déjà, je vais prendre le plan et c'est comme si je rentre dans le plan. Donc là, il y a un processus qui se met en place, c'est-à-dire que je vais essayer de comprendre comment le lieu fonctionne, qu'est-ce qu'il appelle, qu'est-ce qui lui conviendrait. Et puis là, tout d'un coup, il y a des idées qui viennent et puis je vais aller regarder dans ma bibliothèque de livres, chercher des détails, des choses. Donc là, il y a tout un processus qui se met en place où c'est comme si j'étais dans une parenthèse et je me dédie en fait à ce lieu sur lequel je travaille. Voilà. Donc, et j'ai plus de facilité à le faire à travers le plan qu'en étant dans le lieu lui-même. Ou ça, je le fais après, mais dans la phase de travail, ça va être vraiment à travers le plan. Donc ça va être plutôt ce mode de fonctionnement pour la décoration. Bien évidemment avec tout ce que le client m'a donné comme information et que j'essaye de prendre en compte, et ça va se faire plutôt en amont quand on discute du projet, quand je rencontre la personne, et je vais intégrer ça dans le processus de création. Après, maintenant que je travaille plus avec la teinture et que je fais de la création de textiles, là je vais avoir des idées. Et après, en travaillant, il y a d'autres idées qui vont venir. Par exemple, je prends un tissu, je me dis tiens, je vais le nouer ou je vais le plier d'une certaine façon pour faire des motifs. Et quand je le teins, je me dis tiens, si j'arrête maintenant la teinture après 4 bains, par exemple, je peux faire un dégradé dessus, ou il y a quelque chose d'autre qui peut venir à ce moment-là. Ça peut être un petit peu différent dans le système, dans le processus lui-même de création. Génial. Quelle est l'importance de tes autres activités dans ta vie? Alors, il y a une activité qui est importante pour moi et qui a, je pense, beaucoup guidé quand même, malgré tout, le reste de mes activités artistiques. C'est l'aïkido, que j'ai commencé quand j'avais 40 ans. Et en fait, l'aïkido, c'est ai, ça veut dire l'amour, l'harmonie, le ki, c'est l'énergie, et le do, c'est la voix. Donc en fait, c'est la recherche de l'harmonie à travers l'énergie. Et donc pour soi, pour l'énergie de son propre corps. Après, évidemment, c'est l'énergie qu'on va donner dans nos relations. Mais pour moi, c'est là où ça a été un élément qui est, qui m'a guidée, où je me suis dit, mais l'énergie, elle circule dans la maison aussi. Comment est-ce qu'on va créer l'harmonie dans cette maison? Et c'est là où le Feng Shui m'intéressait depuis longtemps, où je me suis dit, je veux en savoir plus et je veux vraiment travailler dans ce sens-là pour que les gens se sentent bien chez eux. Donc comment, au-delà de l'esthétisme, on va aussi travailler sur l'énergie, dans la circulation de l'énergie. Donc je dirais que l'aïkido m'a amené à ça. Et aussi, par rapport à la teinture, bizarrement, j'ai toujours aimé les textiles, mais j'étais pas forcément plus que ça intéressée par la teinture. Et une amie de l'aïkido un jour m'a dit est-ce que ça te dirait d'aller faire un stage de teinture au Japon? Et j'avais les larmes aux yeux, j'ai regardé ce qu'elle m'a présenté, j'ai été super émue, et là je me suis dit là il y a un truc, je comprends pas ce que c'est, mais oui, je veux y aller. Et je suis allée, et après quand je suis revenue, j'ai continué à teindre petit à petit, et puis petit à petit ça prend plus de place dans ma vie. J'ai pas encore trouvé
pourquoi, où ça m'emmène, mais je suis dedans, quoi. Ouais. Ouais, c'est génial, t'es sur le chemin. Ouais. Et t'as envie un peu de partager ce que t'as appris ou vu, enfin, comment c'est au Japon, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, surtout que je me sens pas du tout détenteur de quoi que ce soit. Mais oui, tout ce que je sais, je le partage volontiers, ouais, bien sûr. C'est plutôt un plaisir d'ailleurs de voir les gens intéressés et de pouvoir montrer ce qui moi me touche, me plaît, de pouvoir le partager. Oui, bien sûr, c'est important. Mm. Et qu'est-ce qui t'a... Je vais un peu aller dans ce voyage, si tu veux bien. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré là-bas? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a attiré au final quand t'es allé au Japon? Alors, c'était pas mon premier voyage. J'étais déjà allée pour pratiquer l'aïkido. Mais ce qui m'a touchée, je crois que c'est la délicatesse des gens. La délicatesse qui est apportée à chaque chose. Le respect, il y a quelque chose de très fort qu'on ressent dans la façon dont les gens font les choses, l'attention qu'ils y portent, et justement dans toutes ces arts qui sont ancestraux, il y a quand même tout un rituel et chaque chose a un sens. Et je crois que c'est ça qui m'a touchée, ouais, de redonner le sens aux choses qu'on fait. Où parfois nous on fait un peu les choses un peu vite, en tout cas moi. Non, c'est tout le monde. On est un peu dans une sorte de course et tout d'un coup c'est de ralentir et de dire mais pourquoi chaque chose est importante, pourquoi il est beau, qu'est-ce qu'on peut y mettre, et peut-être ça rejoint aussi quelque chose dans ce qui me touche dans l'art, c'est comment une personne qui a fait un tableau avec un aplat, je sais pas, une couleur ou quelque chose qui n'a rien d'extraordinaire, va tout d'un coup nous toucher. Et je pense que là, il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait un peu de l'âme de la personne dans ce qu'il fait. Et je pense que c'est ça qui m'a touchée au Japon, c'est de trouver cette essence-là, en fait, je crois. Et l'aïkido, bon, moi je sais pas du tout, c'est un peu comme le karaté ou c'est différent, c'est très différent. Alors c'est un art martial aussi, mais la différence c'est qu'en fait on utilise la force de l'autre, la force de l'attaque de l'autre pour pour le mettre dans un endroit qui est tranquille pour nous et tranquille pour lui. Mais on va pas monter en symétrie, c'est-à-dire qu'on va pas donner de coups directement. Et il y a vraiment la notion que la personne qui attaque n'est pas en soi mauvaise, c'est son attaque qui l'est, et que nous, on ne veut pas ça, donc on se met en sécurité, on met nous en sécurité et l'autre personne aussi, pour qu'elle nous fasse plus de mal. C'est génial, je l'avais jamais vu comme ça, mais waouh. Ouais, c'est ça. Et après, moi, c'est vrai qu'évidemment, il y a plein de préceptes dans lesquels qu'on peut appliquer dans notre vie. D'ailleurs, c'est pas toujours simple, mais voilà. Tu sais, on apprend toujours. Moi, j'ai l'impression, c'est pareil, hein, dans mes activités, tout ce que je fais, c'est en résonance avec ma vie réelle, tous les jours. Et c'est là que je me rends compte, je me dis, mais on se rend pas compte, mais on fait toujours les mêmes choses, peu importe là où on se trouve, que ça soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, on fait toujours le même schéma. Oui. Je sais pas toi, mais moi, ouais, des fois, complètement. Et parfois, on le voit et on se pose la question comment justement on ferait un endroit dans notre vie pour pouvoir que ça puisse avoir, comment dire, une réflexion ou une action à un autre niveau de notre vie, quoi. Comme si on était sur plusieurs plans, sur plusieurs calques, et qu'à un moment donné, il faut que ça s'aligne. Ce qui n'est pas facile, mais on y arrive, hein. C'est le travail d'une vie. Alors, comment est-ce que tu vas à la rencontre de l'autre dans tes activités? Alors, pour la décoration d'intérieur, c'est assez simple. Je dirais que la rencontre se fait
soit les gens me contactent, enfin les gens me contactent en général, c'est-à-dire que c'est un rapport de personne à personne. Et on apprend à se connaître. Il y a tout ce qui est dit, tout ce qui est pas dit, mais que je perçois et que je vais prendre en compte. Ça, je l'explique pas forcément, mais après c'est d'être à l'écoute de l'autre, d'avoir une sensibilité à la personne à qui on est en face. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important, d'avoir quand même une relation de confiance et de pouvoir s'entendre avec la personne pour qui on fait un projet. Donc c'est dans ce sens-là. Après, pour le travail de teinture textile, là c'est vrai que c'est un peu différent parce que je propose pas un service, je propose juste ce que je fais. Et si ça plaît ou que ça touche quelqu'un, la relation se fait à travers ça en fait. Donc c'est un petit peu une autre démarche. Okay. Et c'est assez intéressant en fait. Oui, parce qu'en fait je vois beaucoup de respect dans ta manière de faire, que ça soit dans la déco, dans l'architecture ou même dans tes teintures en fait. Il y a beaucoup de respect, tu laisses l'autre en fait la place ou la liberté de venir vers toi ou pas. Ouais. Tu vois? Ouais. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça que je conçois les choses. Ouais. Qu'est-ce que tu remarques le plus comme situation qui arrive dans tes projets? Des situations répétitives ou en général? Alors je pense que c'est un petit peu différent si c'est pour des privés. Ok. Alors ce qui me vient là à l'idée, c'est en tout cas pour les personnes privées, c'est que dans un projet de décoration, il n'y a pas que le projet qui se joue, quoi. Il y a beaucoup d'autres choses en fait. Et peut-être c'est ça qu'on retrouve dans tous les projets. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours bien aimé plutôt travailler dans le résidentiel. C'est qu'en fait, par exemple, si c'est un couple, il va y avoir un positionnement de chacun à défendre son projet ou en tout cas sa place dans sa propre maison, dans la relation. Donc c'est au-delà de l'esthétisme et de quelque chose d'harmonieux. Il y a vraiment une relation des gens, comment ils vont donner vie à leur relation dans leur maison. Et parfois ça peut être plus harmonieux ou parfois ça peut être plus conflictuel et notre place c'est d'essayer que chacun trouve sa place dans cette dynamique là en fait. Okay. Voilà. Ah, c'est intéressant. c'est un peu plus psychologique. Et c'est vrai qu'après dans des bureaux là aussi c'est au-delà du côté pratique, c'est de comment chaque personne va être respectée dans son travail, comment on va l'accompagner. Parfois il peut y avoir peut-être une vision de l'entreprise qui va être un peu plus qui va vouloir mettre l'accès sur rentabiliser et notre rôle après c'est de défendre aussi le bien-être de l'employé à travers ce qu'on va mettre en place pour que chacun se sente bien et puisse travailler correctement mais dans son propre respect. C'est bien. Non, mais tu m'apprends plein de choses en même temps, parce que c'est vrai que dans l'architecture, surtout quand on commence, moi je me rappelle quand j'ai commencé, j'étais très très frustrée au début, parce que je pensais que dès que j'arrive, en fait, je vais pouvoir proposer mes idées. Et je me suis rendu compte que c'était pas chez moi, en fait. Tu peux pas t'imposer ou imposer tes idées parce que c'est pas chez toi tout simplement et ça j'ai dû l'apprendre. Ouais. Mais ouais, c'est ce respect qui revient en fait. Ouais. Mais je pense qu'il y a différents types d'applications, c'est-à-dire que si tu travailles dans des hôtels ou dans des lieux publics,
je pense que c'est plus facile de mettre sa propre touche et d'avoir voilà, de pouvoir aller jusqu'au bout de son propre chemin créatif, vraiment de pouvoir imposer ses idées. Ça, je pense que c'est plus simple. C'est vrai que dans une maison de privé, c'est un peu plus complexe parce que c'est pas chez nous, comme tu dis, et que il faut que les gens se sentent à la fin chez eux. Et j'irais même plus, il faudrait qu'ils aient l'impression que toutes les idées sont venues d'eux, qu'ils s'approprient le projet, alors qu'en fait, quelque part, on les a un petit peu guidés, quoi. Oui. Mais bon, il faut quand même qu'ils aient un petit peu la notion qu'on les a bien guidés pour qu'on ait une valeur ajoutée. Mais en fait, je dirais que ouais, c'est quand même ça qui est intéressant, et c'est de défendre ses idées. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, bah ça c'est pas simple, et ça vient aussi avec l'expérience où il faut lâcher. Mais pas toujours, parce que des fois, nous, on a une vision des choses et les gens ne l'ont pas toujours. Ok. Donc ça, après, c'est plus peut-être dans la communication, dans les supports qu'on va utiliser, où il faut arriver à défendre nos idées et que les clients les comprennent pour qu'ils voient ce que nous, on a dans notre tête. Ok. Parce que ça, c'est le problème aussi, c'est que parfois, nous, on a une vision et les gens sont pas dans notre esprit, donc ils peuvent pas voir ce que nous, on voit. Mais c'est vrai que ça reste quand même d'être à l'écoute de l'autre aussi, quoi. Ouais, c'est hyper important. Ouais. En fait. Et c'est tout cette recherche qui est importante, en fait, cet équilibre-là. Mais je pense que parfois, c'est vrai qu'il faut aussi apprendre à tenir bon, parce que c'est un ensemble de choses que nous, on perçoit, qui va donner un équilibre et une harmonie au lieu, et que si le client parfois ne perçoit pas ça, il va prendre des décisions qui risquent de mettre en péril l'équilibre Oui. de l'ensemble. Et qu'à la fin, personne ne sera content, ni le client, ni nous. Donc, voilà, c'est un chemin. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Mais ouais, il faut pouvoir surfer, comme tu dis. Mais c'est vrai que je comprends ce que tu dis par rapport au fait d'être frustré. C'est parce que parfois, on le prend aussi personnellement. Parce qu'on se dit, mais si les gens acceptent pas notre idée, c'est que je suis pas reconnue. Alors qu'en fait, c'est pas forcément aussi simple que ça. Je pense que c'est au-delà de nous, en fait. Donc et ça ça vient un petit peu aussi avec l'expérience. Ça demande un travail personnel, ouais. Quoi, aussi. Et puis de se sentir en confiance. Ça veut dire aussi qu'effectivement, d'avoir confiance en soi et sentir que le client ne remet pas en question tout ce qu'on propose. Parce que là, après, ça devient compliqué dans la relation si c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que... Donc parfois, il faut lâcher un peu pour que le client qu'il se sente entendu, et après on peut mettre l'accent sur d'autres choses. Okay. C'est du compromis. Bon, je prends note, hein, Génial. Quels sont les bienfaits de cet art sur, bon, en l'occurrence, c'est une question ouverte par rapport peut-être, je sais pas, à l'aïkido, ou par rapport, je pensais au feng shui, tu vois. Je crois que c'est un peu tout, en fait. C'est-à-dire que, en fait, si on reprend le domaine de la décoration d'intérieur, je pense que c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est vraiment important de se sentir bien chez soi, de se sentir comme dans un refuge, un endroit où on peut se sentir bien, et pour pouvoir se présenter après aux autres de façon plus en paix, quoi. Et c'est vrai que si c'est le chaos chez soi et qu'on se sent pas à l'abri, on va peut-être être un peu plus facilement déstabilisé. Donc je pense que honnêtement, cette histoire d'énergie, aussi du beau, parce que le beau va nous renvoyer quelque chose de positif
ça va, c'est comme si c'est je sais pas, une boucle d'énergie, quoi. Plus c'est un reflet aussi de ce que tu as envie d'être ou de montrer aux autres. Je parle pas d'un endroit qui soit un peu comme un endroit de représentation, mais plus vraiment où on se sent à l'aise. Et donc je pense que c'est vraiment comme un peu des racines. Pour moi, c'est vraiment important, en fait, l'intérieur, son propre intérieur. Après, le travail artistique, ben là aussi c'est un chemin pour moi de considérer qu'il est aussi important. Je dirais que il est important pour moi dans le processus de création parce que ça me permet de mettre beaucoup de choses dans ce que je fais. Maintenant, ce qu'il va apporter aux autres, là je sais pas très bien encore. Je pense que tu le transmets, comme tu dis, c'est toi en fait qui redonne au final. Parce que tu partages ton énergie, ce que tu ressens, les gens vont forcément le ressentir. Voilà, ouais. Oui, j'espère juste exactement que si moi j'ai mis de l'attention dans quelque chose, quand ce sera chez les gens qui vont la voir chez eux, qu'ils auront du plaisir, que ça leur amènera quelque chose de positif et une touche de douceur ou quelque chose d'agréable chez eux, quoi. Voilà. Ça infuse. Quelle est la place que tu donnes à l'échec dans ton processus de création? Alors ça, je dirais que ça a été fluctuant. Avant, je partais pas tellement à l'échec parce que j'avais l'impression que ça remettait en cause tout ce que j'étais, que si je faisais une erreur sur un projet, et il y en a toujours, donc en tout cas chez moi, c'était difficile pour moi de l'accepter parce que j'avais l'impression que ça me remettait en cause dans ce que je suis. Maintenant, alors c'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je crois qu'en fait dans ma vie de décoratrice intérieure, j'ai justement essayé de vraiment minimiser pour qu'il y ait pas d'échec, qu'il y ait pas d'erreur. Et comme je disais, parfois il y en a, et c'était très très difficile pour moi en fait. Et avec le processus de teinture, c'est tout le contraire en fait. C'est que le beau va être dans l'imperfection. Donc j'ai complètement changé mon regard et mon activité pour accepter cet échec ou imperfection et l'intégrer dans ma vie, quoi. Donc je dis pas que dans la décoration il faut faire des échecs ou de l'imperfection, mais que ça fait partie de la vie et qu'en fait si on lutte c'est pas forcément quelque chose de positif. Ouais. Oui. Comment est-ce que tu gères des moments de blocage? Je les gère pas. Je sais pas. C'est une bonne question. C'est vrai que il y a dans le processus de décoration, il y a parfois des lieux où on n'arrive pas à trouver la solution. Et je pense que là il faut faire autre chose, faut faire une pause, ou aussi dans l'échange, c'est-à-dire peut-être en parler avec quelqu'un d'autre, un collègue ou une collègue. C'est vrai que parfois quand on travaille seul, on est notre propre source de tout. Donc c'est bien aussi d'aller échanger sur un projet, d'aller chercher un petit peu un déclic. Voilà, faut pas avoir peur de ça, je pense. Et puis après, il y a des blocages plus profonds ou peut-être, je sais pas, dans ma propre expérience, c'est vrai que peut-être ces dernières années, je me sentais moins en phase avec. J'avais l'impression que j'avais moins de
le feu. Donc c'était pas un blocage, complet, mais quelque chose qui était un peu plus lent ou dans le processus ou comme ça. Et dans ce moment-là, peut-être c'est de faire autre chose comme ce que je fais en ce moment, où je mets ma créativité dans autre chose. Donc je ferme pas la porte, ça veut pas dire que je fais plus de projets de décoration, mais c'est juste que voilà, il y a un petit flottement peut-être, et le fait d'avoir un autre support créatif, ça permet de nourrir quand même sa propre créativité d'une autre façon. Quelle a été l'une de tes plus belles créations dont tu es très fière? Alors, je pense qu'un de mes plus grands projets que j'ai fait, c'était une maison entière sur laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans, et c'était mon premier grand projet en fait. Avant, j'avais plutôt fait de la sous-traitance, et ça reste un très beau projet. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que en fait, je suis retournée plusieurs fois sur cet endroit. Ça fait 15 ans que je l'ai fait, et je trouve qu'il est toujours aussi beau, et que c'est pas forcément quelque chose qui est daté, ou et les clients n'ont pas tout changé. Donc pour moi, je pense que ouais, ça reste une réussite. Ouais. Bravo. Voilà. Bon, après, il y en a eu d'autres aussi. Dans l'ensemble, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des clients qui m'ont fait confiance, et qui avaient aussi qui mettaient pas forcément trop de limites budgétaires, ou dans lesquels on était assez en phase. Donc dans l'ensemble, je dirais que oui, c'est un peu émouvant ça, mais je dirais que dans l'ensemble, je suis contente de la plupart des projets que j'ai faits. Mais ouais, c'est important aussi Ouais. de se poser, de se rendre compte de ce qu'on a fait, et puis parce que c'est là quoi, et c'est légitime en fait. Mais on a tendance à souvent oublier. Si moi je me regarde, je fais jamais attention à ce genre de choses. Je me dis ouais, c'est fait, et j'avance. Et Exactement. Moi, je suis tu un vois? petit peu là-dedans, et c'est vrai que quand on en parle et puis qu'on se dit tiens, combien de projets j'étais pas satisfaite, je dirais que c'est quand même minime par rapport à, sans être présomptueuse ou quoi que ce soit, mais honnêtement, je suis plutôt contente de tous les projets que j'ai faits, et aussi parce que j'espère que les gens, ça leur a amené quelque chose dans leur vie et qu'ils se sentent bien chez eux. Oui, bien sûr. Voilà. Je pense que oui. Oui, tu fais de la magie aussi, un petit peu, entre guillemets. Ouais, j'essaye. C'est génial. Alors, quel serait le message ou l'œuvre que tu aimerais léguer à ta société, à la société et à la génération future, par exemple, à tes enfants ou Alors, ça, quand parce que j'ai vu les questions avant, et ça m'a beaucoup questionnée, parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais réalisé ou vu les choses dans sous ce biais-là. C'est vrai que parfois je me pose la question de qu'est-ce que je vais laisser en tant que personne, mais en tant que œuvre ou potentiellement ce que j'ai créé, je me suis pas trop posé de questions, mais j'espère que j'ai un mot qui me vient en tête, quoi, mais que j'ai mis un peu de délicatesse ou de douceur dans ce que j'ai fait, et que ça infusera sur au-delà de moi, quoi, voilà. Mais en fait, même si j'étais plus là, ça l'est déjà, parce qu'il y a des projets, voilà, que j'ai fait depuis 15 ans, et puis les gens sont dedans, donc ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément une vision d'une œuvre globale, mais peut-être c'est intéressant parce que ça peut aussi changer mon regard sur ce que je fais, et puis donner une autre valeur à ce que je fais dans le futur.
Donc, je trouve que c'est une question très intéressante. Mais on le fait déjà. Je pense que tu le fais déjà. Tu te rends pas compte, mais oui, tu le fais déjà. Moi, quand t'es venu à la maison et que t'as tout changé, tout remué, enfin, vraiment, Avec respect. avec ah, mais ouais, ça nous a bousculé, ma sœur et moi, et c'est génial parce qu'on est super contente et en fait, ça nous a rapprochés aussi, énormément. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et on se sent à l'aise et ouais, ça circule bien. Et ouais, je viens de loin, comment j'avais tout fermé, tout bloqué. Donc oui, donc je peux vraiment dire que ouais, cette délicatesse, ce respect et ce bien-être, il est là. Il est vraiment là. Ok, bon alors ça va, je peux partir tranquille. En tout cas, ouais, et je pense on a fini les questions. Après, si t'as envie, De dire autre chose. ouais, de partager quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être quelque chose pour ceux ou celles qui veulent faire ce métier. Oui. Parce que tu formes aussi au Feng Shui ou... Par toi. Bon, tu formes, je pense que... Non, ouais, je peux peut-être ajouter quelque chose. Vas-y, bien sûr. Ok. Peut-être pour ceux et celles qui veulent faire ce métier, c'est vrai que souvent on vient on me demande si je peux alors faire un stage ou alors ça, comme j'ai plus tout à fait la même activité, je le fais moins. Mais je prends volontiers un moment en général pour parler avec les jeunes qui veulent faire ça. Et je pense que c'est effectivement c'est de voir les choses globalement et pas juste au niveau esthétique, mais effectivement bon, peut-être je me répète un petit peu, mais de voir les choses au-delà des objets. Et c'est vrai que, par exemple, il y a quelque chose, quand les gens, des fois, disent ils me demandent si je fais de la déco, pour moi, c'est pas, comment dire, je fais pas de la déco, je fais de la décoration dans le sens où ça va être au-delà de juste poser 3 vases quelque part. Enfin, et c'est de prendre cette conscience-là, peut-être pour ceux qui veulent faire ce métier, d'avoir vraiment cette conscience qu'ils peuvent faire un chemin dans la vie des gens et avoir une place et voir vraiment un rôle important en fait dans la vie des gens. C'est beau ce que tu dis et puis du coup ça revient à ce que tu as vu au Japon finalement. Oui, ouais. C'est que tu mets en conscience tout ce que il y a une signification derrière dans tout ce que tu poses. Si tu prends quelque chose, un objet que tu poses, c'est fait en conscience. Oui, voilà, c'est ça, exactement. De prendre conscience en fait, de l'importance de ce qu'on peut faire. Ouais. Merci. Et puis, t'es basée sur Genève, Oui. Alors, pour les projets, donc moi, je suis à Corzier, dans la campagne genevoise. Donc, je suis indépendante. Je travaille depuis chez moi. Et puis, j'ai un atelier qui est à Prezinge. Je partage un atelier avec une céramiste. Et aussi, on a un restaurant. Enfin, c'est pas moi qui le tiens, mais on est 3. On a créé un concept atelier-restaurant qui s'appelle Le Village à Prezinge. Et là, on fait des ateliers, des créations. Et c'est très ouvert sur les autres et tout ce que ça peut intéresser. Ok, après, si tu veux développer un peu plus sur ce que vous proposez. Oui, au concept donc au village, on crée. Donc ça veut dire que c'est un atelier qui vit chaque jour. On fait des expositions aussi. Et si des personnes veulent venir faire essayer ou créer des choses, voilà, c'est ouvert pour ça aussi. Et aussi
Pour les personnes qui font de la création textile ou de la création de vêtements, ils peuvent aussi venir teindre leur propre tissu pour pouvoir après les utiliser et les transformer. Donc c'est aussi, moi je mets aussi à disposition mes cuves. En fait, dans le processus de teinture, il y a plusieurs types de cuves. Donc pour l'instant, moi j'ai une cuve, ce qu'on appelle chimique, mais c'est une base d'indigo naturel. Mais le processus pour que le tissu, ça s'accroche au tissu, va être chimique. Mais après, je monte aussi des cuves fermentées. Ça fait 2 ans que j'essaye d'en monter une et ça ne marche pas, mais je ne désespère pas. Et cette année, ça va être la bonne. Ça va être la bonne, je le sens. Donc je vais monter une cuve fermentée. Et donc là, ça c'est vraiment le plus pur et ça donne des tissus qui sont avec une profondeur vraiment magnifique. Donc c'est mon but cette année de faire ça. Et tu crées tout toi-même, hein, Oui, alors exactement. L'indigo. Ouais. Ok. Non, alors l'indigo là, alors j'en fais pousser dans mon jardin et j'en récolte, mais pour monter une cuve, il en faut plus, donc je suis obligée de l'acheter. Celui-là, Okay. Celui que j'ai acheté, il vient du Japon, et donc j'espère pouvoir le faire monter une cuve fermentée. Et après, moi, c'est vrai que pour des personnes qui font de la création de vêtements, là, ça peut aussi vraiment apporter quelque chose d'intéressant. Donc après et l'atelier aussi où on fait aussi j'ai aussi le projet de peut-être faire venir d'autres personnes pour faire vivre l'endroit. Donc c'était peut-être faire des ateliers de kintsugi. C'est un processus quand il y a un objet qui est cassé, on le répare avec de l'or, des fils d'or et des choses comme ça. J'ai vu un documentaire là-dessus, c'est super intéressant. Ouais. Donc ça, j'avais le projet de faire venir quelqu'un qui fait ça. Aussi, peut-être des furushiki. C'est comment emballer les cadeaux avec les tissus. Voilà, j'en ai plein d'idées. Du coup, c'est pas encore fini. Il y a beaucoup de fini. créations qui se mettent en place gentiment. C'est exactement. Bah, merci Catherine. Hein, vraiment, je suis très contente et merci d'avoir pris le temps. Ouais, merci à toi. Ouais. Et vraiment, c'est intéressant de parler de ce qu'on aime faire en fait. Oui, c'est génial. Ouais. Top. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir écouté cet épisode. Je te donne rendez-vous prochainement avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Et puis d'ici là, prends soin de toi et puis à tout bientôt.